Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Montel avec l'hebdo de Radio Montel. Chaque semaine, le top 5 des inspirants. Les 5 interviews qui nous inspirent, qui nous donnent la pêche, qui nous font monter l'émotion et la passion. Et c'est normal que j'ouvre le bal aujourd'hui avec l'ami Charlie qui a fêté ses 92 ans et qui continue à faire du sport au quotidien. Je l'avais interviewé il y a 2 ans de cela, juste avant qu'il fête son 90e anniversaire et qu'il s'apprête à disputer son 4e marathon de Paris. Sacré Charlie! Alors Charlie, 90 ans au mois d'août, le marathon de Paris cette année. Voilà, ça sera ton combien de marathon de Paris? Le quatrième. Quatrième marathon de Paris. Quatrième marathon de Paris. Alors parle-moi du marathon de Paris, il y a une préparation spécifique et comment ça se passe? Ben oui, quand même, il faut se suivre, commencer à se suivre déjà depuis quelque temps, faire de l'entraînement. J'ai fait pas mal de courses. C'est quoi ton entraînement alors? Et parle-nous d'une semaine d'entraînement, c'est quoi? Une semaine d'enterrement. Non, pas d'enterrement. Non. Une semaine d'entraînement, bien sûr. Le matin, aller courir pendant une douzaine de kilomètres ou 13 kilomètres. Et puis, dans les petits chemins autour de Salaire, le matin, avant, je prends le petit déjeuner. D'abord, toutes les courses que je fais, j'aime bien prendre un petit déjeuner raisonnablement. Avec du miel. Avant de partir. Et le miel. Avec du miel. Du pain de seigle rassis. Pourquoi? Jamais je prends du pain frais. Ah bon? Oui, parce que le pain de seigle rassis se digère mieux que le pain frais. D'accord. Voilà, après bon, je pars, je fais mes 10-12 kilomètres, je prends une douche à l'arrivée, c'est pas trop dur quand il fait relativement beau. Et puis après, un petit repas, des fois. C'est quoi ton repas de midi? C'est léger? Très léger. Même j'ai vu prendre simplement une assiette de charcuterie, de crudité, avec des œufs, des carottes, tout ça cru. Je prends ça à la cuisine, puisque comme on est à l'hôtel, tout est préparé à l'avance pour les clients de l'hôtel, et moi j'en profite aussi, mais vraiment je prends qu'une assiette simplement. Et après la sieste alors? Non, jamais j'ai fait la sieste. Tu fais pas la sieste? Ah non, je ne fais pas la sieste. Non, bien souvent, quand j'ai mangé mon assiette de crudité, je prends le vélo et je repars faire du vélo. Combien alors? 70-80 km. Ouf! Ah oui, là même, j'ai la chance souvent qu'il y ait du beau. De toute façon, il faut qu'il fasse beau. Oui, mais alors dis-moi, les routes ici, c'est pas plat, hein? Non, c'est pas plat, mais il faut quand même s'y adapter. On s'y adapte, puis ça permet de faire travailler le cœur, de faire travailler les muscles, de les fortifier. Je fais 3 petits cols, bien sûr, ils ne sont pas comme dans les Alpes ou les Pyrénées. Il y a le col de Saint-Georges, le col de l'Égal et le col du Puy-Marie. Sacré Charlie! On se souviendra bien sûr de l'épisode du pain de seigle rassis. Ça, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Et en plus, je me suis véritablement rassis. Mais le propos n'est pas là, je voudrais qu'on continue à voyager et qu'on aille du côté du Liban maintenant pour partager l'expérience d'Antoine Aoun, conférencier et aventurier en fauteuil roulant. Il lui est arrivé évidemment bien des malheurs à Antoine Aoun, mais à chaque fois il a réussi à surmonter ses malheurs et surtout à ne jamais renoncer à ses rêves. Voilà, Antoine. Antoine dans un fauteuil roulant, mais Antoine avec un bon sourire et des yeux écarquillés. Est-ce que tu es un homme heureux aujourd'hui? Oui, je peux dire que je suis un homme heureux parce que je vis ma vie selon le schéma que je me suis dessiné. Donc, c'est toi qui as décidé du schéma que tu voulais? J'ai pas décidé d'être en fauteuil roulant et j'aurais pas voulu parce que quand je me suis trouvé à 18 ans dans ce fauteuil roulant, c'était pas... Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Moi j'ai été blessé par balle au Liban. À Beyrouth? À Beyrouth. Pendant la guerre? Pendant la guerre, oui. Que tu faisais pas d'ailleurs? Que je faisais, parce que je me suis faisais engagé à l'âge de 15 ans. T'étais soldat? Non, je suis né au Liban et j'étais milicien. Donc d'accord. j'ai pris une balle à l'âge de 18 ans et puis quand on sort
on n'a aucune assurance, on n'est pas comme des militaires, c'est-à-dire que moi j'ai pas de salaire, un revenu de la guerre, j'ai pas eu des indemnités, j'ai rien, donc on se trouve devant deux choix. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre ou tu veux rester ici à survivre ou à subir? Donc j'ai choisi de vivre, mais pour vivre, j'ai décidé d'aller plus loin. Donc depuis le début, moi je suis entrepreneur depuis 29 ans. J'ai créé mon entreprise, je donne des conférences. Ah oui, t'es Des conférencier. conférences sur la motivation, sur la performance. Et puis en même temps, j'ai décidé de partir sur l'aventure. Ce qui m'a... Aujourd'hui, j'ai plus de 30 000 km à travers la planète en vélo. J'ai fait la traversée des États-Unis, le tour de l'Australie. Il y a 2 ans, j'ai relié Pékin à Caen. J'ai fait Caen-Beyrouth. J'ai fait Caen, le Cap Nord. Donc, et puis en 2012, j'ai fait Toulon-Calvi en pirogue et en non-stop avec 3 autres potes. Mais pourquoi? C'était quoi? Si tu devais chercher la raison ultime qui te pousse à faire ces défis, ce serait quoi alors? Alors au tout début, c'était pour dire, voilà, je suis handicapé, mais point barre. C'est-à-dire que le handicap ne m'empêche pas de vivre comme tout le monde et de faire des choses que monsieur, madame, tout le monde n'a pas peut-être envie de faire. Mais aujourd'hui, franchement, il y a la notion de, du partage, il y a la notion du plaisir. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont envie de le faire, mais qui n'ont pas les capacités physiques. Ou qui n'osent pas? Ou qui n'osent pas. Donc, quand je le fais, je veux dire, j'ai des personnes dans mon entourage que je connais très bien qui ont un handicap beaucoup plus lourd que le mien et qui me disent à chaque fois, Antoine, quand tu fais quelque chose, c'est comme si c'était moi qui l'ai fait. Et donc, je le fais pour eux aussi. Et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aussi faire, qui ont les possibilités de faire. Mais on se met des freins, et puis, non, je peux pas, il y a la famille, il y a ceci, il y a cela. Moi aussi, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, mais ils ont grandi en me voyant comme ça. Alors voilà, aujourd'hui, c'est l'ultra... On va en parler, mais Ouais. dans un deuxième épisode, Antoine. Ok. Et voilà donc le témoignage d'Antoine qui effectivement est parti ensuite partager l'expérience des Indiens Ramamuri au Mexique. Ça a été une expérience très enrichissante, même si techniquement avec son fauteuil roulant c'était très très compliqué d'exister sur des passages qui sont quand même très techniques et très rocailleux. Mais l'important, on l'a vu, c'est de ne jamais renoncer. Et peut-être aussi l'important, c'est de ne jamais penser qu'il est trop tard. C'est le cas de Didier. Didier qui jouait au foot comme pas mal d'entre nous et qui, arrivé à la cinquantaine, s'est découvert une âme de marathonien. Non seulement le goût de l'effort, le goût d'aller se sublimer, de se dépasser, mais aussi, surtout, d'entrer véritablement dans l'intimité de soi, dans l'intimité de l'effort et de découvrir toutes les valeurs qui sont associées à la course à pied, à l'effort de longue durée. Alors ton prénom c'est? Didier. Alors Didier, bon pied bon oeil et marathonien dans l'âme, c'est ça? Exactement. J'ai toujours fait du sport évidemment, mais je me suis mis au marathon à 50 ans, donc ça fera 6 ans bientôt. Et j'en suis à mon 12e marathon. Là, je viens de finir celui de Chicago. Bien sûr, je fais des 10 km, des semi-marathons. Là, dimanche, j'étais à Boulogne-Billancourt. Voilà, c'est une vraie Pourquoi passion. commencer si tard alors hein? Non, j'ai fait 17 ans de football. Après, j'ai fait de la compétition. Et pour des raisons familiales et professionnelles, j'avais mis un petit peu en stand-by. J'ai toujours couru, mais pas avec la fréquence d'aujourd'hui. Je cours 4 à 6 fois la semaine, quoi. Quel est T'as 56 ans, c'est ça hein? 56 ans, le 2 décembre. Là. Voilà. Comment est-ce que tu as des petits trucs pour tenir le choc à 56 ans, pour réussir à faire tes séances? Bonne hygiène de vie, faire attention à ce qu'on mange, dormir normalement, pas d'alcool évidemment, l'entraînement aussi, la passion bien évidemment, et surtout un très bon équipement. C'est-à-dire par exemple combien de chaussures par an? Combien de paires de chaussures Moi les par an? chaussures, j'alterne, j'ai 4-5 paires de chaussures, tous les 1000 km je les change. Il y a des applications qui nous permettent de suivre toutes nos séances, etc. Respecter les plans d'entraînement, respecter aussi les séances des récupérations. La journée de repos fait partie d'un programme d'entraînement. Donc pour le marathon, oui, il y a un certain nombre de recettes à observer pour ne pas se blesser, ce qui m'arrive malgré tout de temps en temps. Et quand on se blesse, être patient. Être patient, moi je passe sur le VTT, je fais du VTT, j'essaie de garder le foncier, etc., même si ça ne remplace pas pleinement la course à pied. Mais la blessure fait partie
du truc, quoi. La blessure. Et qu'est-ce que ça a changé à ta vie, à ton rapport aux autres? Est-ce que tu as l'impression d'être un peu différent C'est valorisant déjà, quand on fait des chronos sympathiques, c'est valorisant. Bon, on a tous des niveaux différents, mais bon, ça c'est un vrai plaisir de côtoyer d'autres avec des techniques différentes, d'appartenir à un club aussi, hein, de bénéficier des installations, notamment pour ce qui me concerne, moi, du stade Sottevillers à Rouen, auprès de Rouen. Et puis d'aller voir la course à pied à l'étranger aussi. Hein, je le disais, je sors de Chicago, là, mois d'avril je vais à Boston, je ferai Tokyo, j'ai déjà fait Londres, Berlin, j'ai fait San-Sébastien, j'ai fait Barcelone l'année dernière. Donc lever la tête, courir et lever la tête. Toujours lever la tête, de toute manière, et puis surtout aller voir la course à pied dans d'autres pays, l'approche qu'ont les autres coureurs, du marathon notamment, parce que pour moi ça reste quand même la distance mythique. Le 10 km reste un mal nécessaire pour moi. Quand on vieillit, on perd un petit peu en rapidité. Mais si je veux ne pas perdre trop en vitesse, je m'impose des 10 km et à 1 degré moins des semi-marathons. Et oui, avec Didier, les deux faces de l'effort prolongé, à la fois en apprendre plus sur soi, bien sûr, et puis s'ouvrir aux autres cultures, voyager en levant la tête, un joli programme que Jean-Bernard a mis à profit. Alors Jean-Bernard, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise d'une entreprise de plus de 120 personnes qui est complètement fondu de course à pied, fondu de marathon et qui veut entraîner avec lui tout son personnel, et vous allez le voir de la manière la plus classe, la plus noble possible. Raconte-moi ton histoire d'amour avec le marathon. Ah, c'est une histoire exceptionnelle. Vas-y. Non, mais je peux pas raconter ça en 3 minutes. Non. Un petit peu. Non. C'est une histoire exceptionnelle, une histoire de partage et de valeurs que l'on partage avec des hommes et des femmes. Avec tes employés, c'est ça? Avec mes employés et mes partenaires et celles et ceux qui sont autour de moi. Ça fait combien ça? 121 personnes, à peu près 400 personnes que j'ai eu l'occasion d'emmener à New York au cours de ces dernières années. Attends, donc 400 personnes que tu as emmenées à New York pour courir le marathon? Pour courir le marathon, 2 tiers d'entre eux n'avaient jamais couru 1 kilomètre de leur vie. 1 tiers sont des femmes, et de tous âges, de 18 ans jusqu'à 70 ans. Et comment tu as réussi à les convaincre? C'est par la passion et la détermination. Ce qui est très intéressant dans la vie, c'est de prendre quelqu'un à un point A, de l'emmener à un point B, sans que lui-même ait le sentiment ou l'assurance qu'il est capable d'atteindre ce point B. Le marathon, en ce sens, est quelque chose d'exceptionnel. Parce que vous permettez à quelqu'un d'aller atteindre ce point B, et une fois qu'il l'a fait, la confiance en lui, la détermination, la motivation, l'assiduité, la rigueur, ces valeurs sont acquises pour toujours. Ça change un homme. Ce qui m'impressionne, c'est que tu me dis que personne n'a jamais abandonné. Jamais. Personne n'a jamais blessé. Heureusement, on n'a jamais eu de blessure non plus. Et on a probablement été chanceux, ou très bien entraîné, et très bien coaché. Mais personne n'a jamais abandonné. C'est la tête qui fait la différence. Tout le monde a mal dans un marathon. Que tu sois Kenyan, au 30e kilomètre, tu as mal à la jambe. La différence, c'est la tête qui prend le relais. Et c'est un exercice important que celui d'apprendre à quelqu'un, à un coureur, de se motiver et de dépasser le stade du mal corporel. C'est toi qui fais le dernier brief avant le départ sur le marathon de New York. Qu'est-ce que tu leur dis à tes employés? Toujours. Je leur rappelle les 10 commandements. La simplicité, la modestie, l'humilité, mais surtout tout le travail qu'ils ont accompli pour en arriver là. Et si on ne donne jamais pour recevoir, la seule chose que je demande le lendemain, c'est de me rendre le service et de me faire l'honneur de franchir la ligne d'arrivée. C'est le plus beau plaisir qu'ils me rendent dans la vie, et ils l'ont toujours fait. Il y a un truc que tu diras pas, donc c'est moi qui le dis, c'est toi qui leur paye tout, le voyage, l'hébergement et tout le séjour à New York, c'est ça? Si c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Eh oui, sacré Jean-Bernard, c'est vrai que on a envie de faire partie de son entreprise. Et pour terminer cette première émission consacrée aux inspirants, je voulais vous proposer de vous mettre dans la foulée, de prendre la foulée du pèlerin fou. Le pèlerin fou, il se prénomme Serge. Je l'ai rencontré du côté du Puy-en-Velay, où a lieu chaque 1er mai les traditionnels 15 km du Puy. Le Puy, ça tombe bien, c'est le point de départ du chemin de Compostelle et qui a forcément inspiré notre pèlerin fou. Alors Serge, raconte-moi, on t'appelle le pèlerin fou? Oui, et tout pourquoi à fait, on t'appelle le pèlerin fou?
Le pèlerin fou, parce que c'est venu qu'effectivement je suis parti comme un pèlerin, mais un petit peu plus rapidement que les pèlerins partaient voir Saint-Jacques-de-Compostelle. Au lieu de le faire en 2 mois et demi, je l'ai fait en 1 mois. J'ai fait un peu plus de 50 km par jour pendant 30 jours. Donc 1522 km exactement. Voilà, C'était quand ça que t'as fait ça? C'était en 2013, c'était pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Ouais, ouais. J'ai mon ami d'enfance qui a son fils qui a cette maladie-là, et pour lui j'ai fait cette course et pour ramener des fonds pour cette cause-là. Voilà. Est-ce que tu as eu un accueil super sur le parcours ou pas? Ah ouais, toujours très bon accueil, très bon encouragement, des gens qui ont donné beaucoup, qui se sont investis. Il y a eu vraiment une grosse effervescence. D'ailleurs après il y avait Radio Camino, j'étais presque un peu attendu à chaque étape. Effectivement, donc c'était intéressant de faire cette course-là. Mais c'est pas tout ce que tu as fait. Tu as fait un truc avec le Machu Picchu aussi. Alors effectivement, après au bout de 2-3 ans, les jambes commencent à fourmiller un peu, effectivement. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire encore autre chose pour mon ami. Et puis ça me trottait dans la tête, et du coup, j'ai traversé la Cordillère des Andes, de Lima jusqu'au Machu Picchu, soit 1200 et quelques kilomètres. Donc là, c'était un peu plus de 40 km par jour pendant 30 jours, sauf que c'était entre 3005 et 4000 mètres d'altitude, donc avec moins d'oxygène, beaucoup plus compliqué. Et là, tu t'es fait peur ou J'ai eu peur, oui, là j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas finir, j'ai eu peur de me faire vraiment mal. Et ça a été vraiment très très compliqué de mettre jusqu'au de la dernière semaine. Ça a été un mano à mano terrible, comme un combat de boxe où je me donnais coup pour coup entre la difficulté du pays, le froid, les chiens qui nous courent après. Mais c'était un combat de boxe entre toi et toi, quoi. Un peu, un peu. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui disait arrête, tu déconnes, et l'autre qui disait il faut aller au bout, quoi. C'est ça, exactement. Et je crois que je peux remercier ces enfants qui ont cette maladie-là, parce qu'effectivement, en pensant à eux, ça me reboostait et ça me permettait d'avancer et de passer ces cols les uns après les autres. Ça fait combien de temps que tu cours comme ça, Serge? Ouais, ça fait des années qu'on me voit courir ici, et puis, ça fait quand même une dizaine d'années que je me suis vraiment mis sur le très long, et ça me plaît vraiment, et autant le faire partager pour quelqu'un et quelque chose. Serge, le pèlerin fou qui est notre dernier inspirant pour cette première émission. 5 inspirants, lequel de ces 5 vous a inspiré le plus entre Charlie, Antoine, Didier, Jean-Bernard ou Serge? En tout cas, le temps d'y penser, le temps d'y réfléchir, le temps d'échanger, ce sera aussi le temps de vous proposer une deuxième émission avec d'autres inspirants dans un nouveau top 5. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine sous le signe de la passion, de l'émotion et bien sûr de l'effort sportif. Et je vous dis sur Radio Montel, alors peut-être